Trump, il n'a pas vu le truc, il a dit ouais, c'est une petite grippe, etc. Il a sous-estimé l'ampleur de cette maladie. You know, a lot of people think that goes away in April with the heat. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. Parce que, bien évidemment, ils ont mis du temps. Today, I am officially declaring a national emergency. 800 000 cas, les États-Unis sont numéro 1. New York, les services d'urgence et les hôpitaux surchargés de malades du Covid-19. Et Donald Trump semble enfin reconnaître la gravité de la situation. Vous me parlez d'une estimation de 2,2 millions de morts. 2,2 millions de morts du virus. Donc si nous avons entre 100 et 200 000 morts, alors nous aurons globalement fait du très bon travail. Vous voyez, malheureusement, hein, comme je le disais, numéro 1, ils le sont dans beaucoup de domaines, mais c'est clair que là, sur le plan de la maladie, ils sont numéro 1. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, ils ont mis du temps. Trump, il n'a pas vu le truc, il a dit ouais, c'est une petite grippe, etc. Il a sous-estimé l'ampleur de cette maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on pensait être invincible. C'est-à-dire, alors je parle bien des gens qui vivent dans les pays riches, d'accord ? Je ne parle pas des gens qui vivent dans les pays en voie de développement, des pays pauvres, où la maladie, ça fait partie de leur quotidien, où la misère, ça fait partie de leur quotidien. Et beaucoup de gens sont déconnectés de la réalité. Et beaucoup de pensaient qu'ils n'allaient jamais avoir ce cas de figure. Pour nous, ça y est, c'était inimaginable. Eh bien, c'est arrivé. Et c'est ça ce qui est incroyable. Et je pense que ça nous pousse tous à être beaucoup plus humbles. Finalement, pour nous, c'est un signal. Peut-être qu'on va perdre de l'argent, peut-être que l'économie ne sera pas bien. Mais j'espère que ce sera un signal pour nous pousser à véritablement aller de l'avant et à progresser. Alors bien sûr, je suis optimiste en disant cela, mais on a bien vu que, par exemple, prenons le cas des États-Unis, qui pendant des années et des années ont fait les difficiles par rapport à ce que l'on appelle le climat. Il est censé faire 21 degrés aujourd'hui, mais il fait super froid ici. Nous avons besoin de réchauffement climatique. Ils ont dû... Non mais c'est exagéré, le climat c'est exagéré, le climat ne nous concerne pas. De toutes les manières, les scientifiques qui disent ça racontent n'importe quoi, mais dans les faits, qu'en est-il ? Il y a clairement des enjeux sur un plan climatique et on doit aujourd'hui opérer de manière efficace contre le réchauffement climatique. Alors bien sûr, une fois que j'ai dit ça, c'est très bien de dire ça, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où vous le verrez par la suite, et je vais également vous en parler dans cette formation, d'accord ? Et je vais vous parler du climat, de l'importance du climat, de l'importance de le prendre en compte. Et finalement, j'espère que ce coronavirus, ça va nous pousser à plus d'humilité. C'est-à-dire que il faut savoir que les pandémies ont déjà existé dans le passé. La peste, par exemple. Et la peste avait ravagé des populations. Par exemple, à Londres, la peste avait tué le quart de la population. Le 20 août 1348, Paris est atteinte. De partout, on emmure les gens infectés. On place les quartiers en quarantaine. On ferme les portes des villes. Rien ne peut arrêter l'hémorragie fulgurante. Suisse, Saint-Empire et Royaume d'Angleterre sont tous rongés par ce mal incurable. L'Europe tout entière est bientôt infectée. 25 millions de morts. La peste noire remporte un tiers de la population européenne en 4 ans. Dans certaines villes, on compte plus de 1000 morts par jour. Et ça représentait, ce qui représente aujourd'hui, des millions de personnes. Et à l'époque, en fait, ils ont été pris de court, ils n'ont pas anticipé les choses. Et donc, à partir de là, on a mis en place, par exemple, à Venise, il y avait beaucoup de commerçants qui faisaient des voyages et qui revenaient et qui amenaient avec eux des maladies. Et donc, on a créé le concept de quarantaine. Quarantina, le concept de quarantaine, c'est-à-dire que les personnes, dès qu'elles arrivaient, on les mettait dans un endroit éloigné de Venise pendant 40 jours. Et à la fin de ces 40 jours, soit elles mouraient, soit elles étaient toujours vivantes et elles étaient guéries et elles pouvaient revenir dans la vraie vie. D'accord ? Et on l'a déjà expérimenté ça dans le passé. Sauf qu'on se disait, on est très loin de tout ça. Donc aujourd'hui, ça va être un nouvel enjeu. Et on est bien d'accord que ce qui s'est passé en Chine, ça aurait pu se passer n'importe où dans la planète.
Viruses know no borders, and they don't care your ethnicity, the color of your skin, or how much money you have in the bank. This is a time for solidarity. This is a time for facts. This is a time to move forward together, to fight this virus together. There is no blame in this. Et ça va nous pousser à avoir une plus grande, parce que le grand problème aujourd'hui, c'est de dire, oui, mais finalement, on a ce problème, c'est parce qu'on dépendait de la Chine. Oui et non. Oui et non. De toutes les manières, Chine ou pas Chine, c'est-à-dire que cette maladie, elle aurait pu se répandre bien avant. D'accord ? On a juste échappé belle. C'est Bill Gates qui l'a dit. The greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. Ebola aurait pu se répandre dans le monde entier et ça aurait été pire. Et ça ne s'est pas répandu et tant mieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, on a eu plusieurs facteurs aggravants et on a pris les bonnes mesures, mais on a vu également les conséquences dramatiques que ça a eu sur l'économie. Donc, à l'avenir, ça va nous pousser à avoir une vraie politique mondiale de la santé. Parce qu'aujourd'hui, la politique mondiale de la santé, c'est de la rigolade. D'anticiper, c'est-à-dire pas de se dire, parce que beaucoup de gens ont critiqué la France par rapport aux masques, etc. Ok, très bien. Moi, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Je laisse la polémique aux gens qui aiment polémiquer. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'était impossible de prédire tout ça. Je suis désolé. Par contre, si on considère que ça peut arriver dans un pays et qu'à un certain moment, il faut une politique mondiale et que finalement, il y ait des masques qui soient déjà prêts, d'accord ? Eh bien, là, en fait, on est beaucoup plus efficace que ce que l'on l'a fait aujourd'hui, où ça a été la cacophonie. Et on le voit aux États-Unis, où c'était de la rigolade. Parce que Trump, on peut dire ce qu'on veut, mais le gars, il n'a pas été bon, il n'a pas été à la hauteur. Et jusque-là, voilà, on verra, hein, parce qu'il disait oui, mais Pâques, et il sous-estimait l'ampleur de la maladie. Aujourd'hui, c'est 164 000 Américains, et ça peut être rapide, 500 000, 1 million. Il y a même Fauci qui a dit on peut avoir 200 000 Américains morts si, bien évidemment, on ne met pas en place les mesures de confinement, etc. Bref, tout ça pour vous dire qu'il va falloir penser à long terme, d'accord ? Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette maladie, j'espère qu'elle va nous pousser à réfléchir autrement, à opérer autrement, à avoir des priorités, d'autres priorités, d'accord ? Même si l'économie est importante, d'autres priorités. Prenons le cas des gilets jaunes. Je vais vous en parler parce que c'est intéressant. Est-ce que vous savez pourquoi les gilets jaunes ont manifesté ? Qu'est-ce qui a poussé les gens à aller dans la rue ? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a poussé les gens à aller dans la rue et à manifester et à dire Macron c'est un salaud ? Que se passe-t-il en France ? Aujourd'hui, toute l'élite est en train de tuer le peuple français. La nation s'est construite sur des rébellions. Et une fois de plus, on assiste à la colère du peuple face au pouvoir. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Stop. Moi, je dis stop. C'est très simple. Macron a dit on va augmenter les prix du pétrole. Pourquoi ? Parce qu'il a dit si on veut diminuer la consommation de pétrole, ça passe par quoi ? Ça passe par la hausse des prix. On est d'accord ? C'est comme le tabac, par exemple. Alors bien sûr, on peut considérer ça comme pas bien. Le tabac. Pour inciter les gens à moins fumer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut leur dire si tu fumes, tu auras un souci. Et donc, comme on a mis sur les paquets, on a mis des gars qui n'avaient pas, par exemple en Thaïlande, tu vois des mecs qui n'ont pas de dents, tu vois des photos horribles. Et tu dis, waouh, mais est-ce que ça empêche les gens de fumer ? Non. Ils s'en fichent d'avoir fumé je m'en fiche, je veux fumer. Mais si par contre tu lui dis, écoute,
j'augmente le prix de la cigarette, là, il commence à réfléchir. Il dit, waouh, ça coûte super cher cette merde. Est-ce que je veux vraiment fumer? Parce que là, je me retrouve avec rien du tout à la fin du mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ça, c'est ce que les économistes ont appelé des incitations. Les prix permettent d'inciter les agents économiques à prendre une décision différente. Donc, le fait d'augmenter les prix du pétrole, ou de l'essence plus précisément, ce n'était pas forcément une mauvaise chose sur un plan écologique. Mais le particulier qui est coincé financièrement, qui n'a pas énormément d'argent, qui prend sa voiture pour aller de la banlieue à Paris, d'accord? Les classes moyennes, les classes défavorisées, la hausse du prix de l'essence, ça représente une baisse du pouvoir d'achat. On est bien d'accord? Et donc le problème ici, c'est quoi? C'est que finalement, une décision économique, mais également écologique, qui est bonne, s'est transformée en situation économique intenable pour de nombreux ménages français. Et ça explique le succès des Gilets jaunes. Au-delà de Rothschild, tout ça, c'est des conneries, s'il vous plaît, les amis. Utilisez votre esprit. D'accord? Donc Macron, son idée n'était pas forcément mauvaise sur un plan écologique. Mais c'est là où on en arrive à l'économie. Ce qui est bien pour moi sur un plan économique, sur un plan individuel, n'est pas bien pour la société dans son ensemble. Et ce qui est bien pour la société dans son ensemble, à long terme, n'est pas bien pour un individu à un instant T donné. Et si on comprend ça, on comprend beaucoup de choses en économie. Donc la décision n'était pas forcément mauvaise, mais la manière dont ça a été mis en avant et puis la situation économique fait que les gens ont refusé. Pourquoi? Parce que Macron a envoyé plein de signaux négatifs. Par exemple, l'ISF. D'accord? Il a dit « Oh, plus d'ISF ». Ou alors, on a vu les inégalités exploser avec Bernard Arnault qui est de plus en plus riche, avec les plus riches de France qui deviennent de plus en plus riches, et avec les classes moyennes qui s'appauvrissent et les classes défavorisées qui s'appauvrissent. Donc, on a un appauvrissement en France, on a les inégalités qui augmentent. Donc, le ménage qui est d'une classe moyenne défavorisée, il voit les prix de l'essence monter, il se dit « on se fout de ma gueule ». Et donc les gens sont sortis massivement dans les rues alors que cette décision est bonne sur un plan écologique. Mais expliquer ça et justifier cette décision alors même qu'on est dans un pays où les inégalités explosent, les gens ne l'ont pas accepté et je peux le comprendre. Et vous comprenez pourquoi ce cours va être énorme. Parce que justement, je vais revenir sur ça. Finalement, les inégalités n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Toujours plus riche d'un côté, toujours plus pauvre de l'autre, et entre les deux, le fossé continue de se creuser. D'après l'ONG britannique Oxfam, l'an prochain, pour la première fois sur la planète, les 1% les plus riches posséderont plus de richesses que ce que possèdent les 99% restants. Autrement dit, 1% de la population sera plus riche que tout le reste du monde. Des ultra-riches qui s'enrichissent surtout grâce au secteur de la finance, de l'assurance ou de la santé. En moyenne, cette élite détient 2,7 millions de dollars par personne. Et les hommes politiques, Macron a fait une énorme erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il a oublié qu'en augmentant le prix de l'essence, il allait avoir un impact négatif sur de nombreux ménages. Il n'a pas compris. Mais s'il avait analysé la chose, c'est-à-dire, on est sorti de la crise de 2008, d'accord? Croissance faible, inégalité qui augmente et surtout, on a des riches, d'accord? Qui deviennent extrêmement riches et les classes moyennes et défavorisées qui s'appauvrissent. Comment justifier une telle politique? C'est impossible. D'accord? Et donc Macron n'a pas pu justifier cette politique qui était, entre guillemets, bonne sur le papier, bonne à long terme pour le monde, mais mauvaise pour les particuliers. Et d'où l'importance de bien maîtriser l'économie et de bien l'appliquer. C'est-à-dire que l'économie, finalement, ce que beaucoup de gens oublient,
c'est que derrière, il y a une logique, d'accord? Il y a une logique, il y a une cohérence, etc. Et tout ça, bien évidemment, j'essaierai de vous l'expliquer. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de dire? Alors, tu penses que Macron n'a pas de conseiller pour lui dire « Écoute, YouTuberie, c'est super ce que tu dis. Tous les hommes politiques pensent à un certain moment faire des choses bien. Sauf que en théorie, tout est bien, d'accord? Mais moi, je pense que ces conseillers financiers, ils n'ont pas vu ce que je suis en train de vous expliquer. » Après des semaines de déni, Je ne répondrai, conformément à mes habitudes, à aucune question sur ce point. On avait alerté, oui. Je pense fondamentalement qu'Emmanuel Macron, il n'a rien vu venir. Emmanuel Macron a senti le pouvoir lui échapper. Mais ils auraient dû l'analyser. C'est-à-dire que Macron, quand il est arrivé, il a dit « Moi, je suis le président des jeunes, je suis le président des startups, je suis le président de l'avenir. » Donc, l'idée, c'était ça, c'était de créer une certaine dynamique au niveau de l'économie, d'apporter un sang neuf, de changer le paysage politique. Et il a fait de bonnes choses. Mais à un certain moment, il a oublié les faits. Les faits, c'est quoi? C'est qu'après la crise de 2008, les inégalités ont explosé en France. La croissance est faible et les riches se sont de plus en plus enrichis. Et il a complètement oublié ça. Et donc le taux de chômage en France, par exemple, on parle d'un taux de chômage qui est de 8%, c'est faux. Parce qu'en France, le taux d'activité, il représente environ 72%. Est-ce que vous savez ce qu'est le taux d'activité? Le taux d'activité, ça représente les gens en âge de travailler d'accord? Et en fait, on a uniquement 72% des gens en âge de travailler qui travaillent. Où sont les 28%? Parce que là, on nous dit le taux de chômage, il est de 8%, c'est faux. Le taux de chômage en France, il est largement supérieur à 8%. Et donc, on voit bien que les inégalités explosent, la précarité, le sentiment d'insécurité, le sentiment d'injustice. Et donc, dire aux gens, on augmente le prix de l'essence alors qu'ils sont en train de traverser un moment difficile, ça pose problème. D'où l'importance de bien comprendre l'économie. Donc, ça va être l'objet de mes prochaines vidéos, les amis. Je pense que vous aurez une réelle compréhension des mécanismes économiques. D'accord ? Alors, elle n'est pas bonne sur un plan écologique car il y a d'autres priorités que de monter le prix de l'essence. Ok, elle n'est pas bonne sur un plan écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu augmentes le prix de l'essence, ça va pousser des gens à moins consommer de l'essence, à prendre des transports publics, à prendre des transports en commun, etc. Et à prendre du covoiturage, etc., etc., etc. C'est-à-dire que pousser les gens à trouver d'autres solutions. Elle est bonne sur un plan écologique, sauf que le timing était extrêmement mauvais, sauf que même à Dubaï, on en parle. Hein, on parle aujourd'hui de faire du covoiturage. C'est-à-dire qu'il faut repenser sa manière de se déplacer. Sa manière également de consommer de l'énergie. Il faut moins consommer d'énergie. Donc, il faut repenser tout ça. Donc, sur un plan écologique, oui, c'est ce qu'on va devoir faire. Et on va devoir le faire de plus en plus. Sauf que sur un plan individuel, eh bien non. Et l'individu, et là on va y revenir également en économie, l'individu est égoïste. Il pense d'abord à sa tronche, ce qui n'est pas méchant. Moi aussi. On pense d'abord à nous. C'est-à-dire, le mec, il peut avoir les meilleures intentions au monde, mais à un certain moment, tu vas lui dire « Eh oh, moi, à la fin du mois, j'aurai pas suffisamment d'argent, je vais pas pouvoir épargner, je vais pas pouvoir me payer mes vacances, je vais pas pouvoir me payer le cinéma, payer un jouet pour mes enfants. » Vous voyez ce que je veux dire? On pense d'abord à nous et ensuite à la société. Et en fait, là, avec cette loi, l'idée, c'était d'abord de vous imposer quelque chose et dire « Ouais, mais vous allez l'accepter. Normalement, vous êtes tous pour l'écologie. Normalement, vous voulez tous lutter contre le réchauffement climatique. » Et tout le monde va répondre « Oui. » Parce que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Non, mais Tammy, je suis pour le réchauffement climatique. Il faut qu'on ait… les eaux qui montent, le niveau des eaux qui monte, il faut qu'on ait de plus en plus de forêts qui brûlent, etc. » Est-ce que parmi vous, beaucoup de personnes vont répondre « Oui » ? Non, on est bien d'accord. La grande majorité va répondre « Non, on ne veut pas ça ». Mais quand on touche au porte-monnaie d'une personne, elle réagit différemment. Et c'est extrêmement intéressant. Et c'est de l'économie tout ça.
Le problème de Macron, c'est qu'il n'a pas compris les enjeux actuels. Et donc moi, mon but, ça va être véritablement de vous parler de ça. Ça va être véritablement, parce que je pense que ça va véritablement permettre de comprendre les 5, 10, 15, 20 prochaines années.